Bonjour, je suis le professeur Mohamed Anis Jamiri, enseignant-chercheur à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de l'INSPE, Université Hassan II de Casablanca. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre série de cours de gestion financière par une présentation et discussion des critères de choix d'investissement en avenir certain. Alors pour commencer, il faut dire que il est bien sûr anormal de parler de choix d'investissement en avenir certain, puisque l'avenir, il est par définition aléatoire et incertain. Les méthodes donc qui sont regroupées dans le cadre de cette catégorie présentent la particularité de ne pas tenir compte de l'incertitude qui est étroitement liée à l'avenir. Qui dit avenir dit incertitude. L'avenir, il est par définition aléatoire et incertain. En avançant, bien sûr, l'hypothèse que les flux peuvent être prévus avec certitude en toute fiabilité. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse aussi importante, c'est que l'évaluation se fait indépendamment du mode de financement du projet. En d'autres termes, on va supposer que le projet est financé par des capitaux propres. La décision d'investissement, elle est indépendante de la décision de financement de l'investissement puisque le projet doit être rentable indépendamment de son mode de financement. Dans cette partie relative aux critères de choix d'investissement en avenir certain, nous aurons recours à des méthodes d'évaluation des projets d'investissement. Et ces méthodes sont basées sur l'actualisation et ils sont en nombre de 4. On verra la valeur actuelle nette, bien la VAN, l'indice de profitabilité ou l'IP, le taux interne de rentabilité ou le taux de rentabilité interne, le tri ou bien le TIR, et puis enfin le délai de récupération du capital investi, actualisé bien sûr. On parle aussi de DRCI tout simplement. Comme déjà expliqué, l'investissement n'est rentable que lorsqu'il dégage un excédent de trésorerie. C'est la logique financière d'ailleurs. C'est-à-dire que les flux sortants sont inférieurs aux flux entrants. Ou encore, les recettes sont supérieures aux dépenses. L'investissement, en d'autres termes, il permet de rapporter plus qu'il a coûté. Et on dit bien sûr qu'il crée de la richesse. De ce fait, alors évaluer un investissement implique la comparaison d'un décaissement. C'est le capital investi, alors tout ce qui est achat d'immobilisation corporelle, incorporelle et autres, plus le besoin en fonds de roulement supplémentaire. Alors ces décaissements, on va les comparer aux encaissements. Et cette comparaison, elle est économiquement fausse si elle ne tient pas du décalage dans le temps entre les flux financiers. Étant donné, bien sûr, et ça on l'a déjà expliqué à maintes reprises, que les flux financiers interviennent à des moments qui sont différents. Donc il y a un décalage dans le temps entre les recettes et entre les dépenses. L'actualisation, c'est une technique que nous allons utiliser, elle va nous permettre de rendre possible cette comparaison entre les flux monétaires intervenant à des moments qui sont différents et par conséquent une évaluation qui sera beaucoup plus fiable de la rentabilité du projet d'investissement. Alors pour commencer, on doit rappeler d'abord c'est quoi l'actualisation. Alors, l'actualisation, c'est tout simplement une opération par laquelle on va déterminer, en fonction d'un taux d'actualisation retenu, alors on déterminera quoi? On déterminera la valeur actuelle d'une somme à partir de sa valeur future. Alors, le principe de l'actualisation repose sur le fait que l'argent, elle n'a pas la même valeur selon que l'on dispose aujourd'hui ou dans le futur. Lorsqu'un investisseur effectue une dépense en début de la première année et que les cash flows sont générés tout au long de la durée de vie du projet,
Alors, il supporte trois risques. Le premier, c'est le risque d'une dépréciation éventuelle de la monnaie, en raison, bien sûr, de l'inflation. La monnaie, elle perd sa valeur à cause de l'inflation. Le dirham d'aujourd'hui n'a pas la même valeur que le dirham dans un an ou deux, voire plus. Donc c'est ça le principe de la dépréciation de la monnaie, c'est une perte de valeur de la monnaie. Alors et ça, c'est un risque pour l'investisseur. Le deuxième risque n'est autre que le coût d'opportunité. Alors pourquoi le coût d'opportunité? Alors tout simplement parce que les gains attendus nécessitent une attente, alors que l'attente implique la renonciation à une satisfaction présente pour une satisfaction future. L'investisseur devra donc renoncer à sa satisfaction actuelle ou présente pour une satisfaction future, et c'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Troisième et dernier risque que l'investisseur est censé supporter. Alors ce risque, il est cette fois-ci lié au projet lui-même, du fait de l'incertitude quant au flux futur du projet. En d'autres termes, est-ce que ce projet pourra toujours générer des flux comme prévu ou pas? Donc, il y a un risque lié au projet lui-même. Alors, le taux d'actualisation, il est déterminé en fonction et essentiellement du temps. C'est une rémunération, bien sûr, du temps, tout simplement. Et par opposition à l'actualisation, on parle aussi de capitalisation, c'est-à-dire la valeur future ou bien la valeur acquise d'une valeur actuelle. Donc, c'est le contraire de l'actualisation. Et donc, en somme, ce qu'on doit retenir, c'est que la valeur d'une unité monétaire au présent diffère de sa valeur dans le futur. Et pour éliminer l'effet de la dépréciation à la fois du temps, la dépréciation du temps et du risque, donc trois éléments, donc effet de la dépréciation, l'effet du temps ou bien l'attente et du risque, et rendre ainsi les flux monétaires, que ce soit les flux entrants et les flux sortants, ils doivent être comparables. On ne peut pas comparer l'incomparable. Alors justement, comparer des flux monétaires qui interviennent à des moments différents. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement actualiser à un taux qui tient compte de l'ensemble de ces éléments dont on vient de parler. Alors donc, comme expliqué, la valeur actuelle, elle correspond à ce que vaut à présent une somme à verser dans le futur. La valeur future, quant à elle, c'est l'inverse, elle correspond à ce que vaudra une somme actuelle dans le futur. Alors, il y a donc une relation entre la valeur actuelle et la valeur future. Donc, valeur future, c'est la valeur actuelle multipliée par 1 plus i à la puissance n. n, bien sûr, c'est la période qui sépare donc la valeur actuelle de sa valeur future. Alors, lorsqu'il est question de flux monétaires générés par un actif sur plusieurs années, la valeur actuelle des flux, elle est calculée comme suit. Donc, valeur actuelle de ces flux, donc le premier flux futur, donc flux de la fin de la première période, divisé par 1 plus I, qui est le taux d'actualisation à la puissance 1, une période. Deuxième flux sur 1 plus le même taux d'actualisation à la puissance 2, 2 périodes, 3 périodes, etc. jusqu'à n période, le nème flux. Avec I, comme expliqué, c'est le taux donc d'actualisation retenu. Alors la question qu'il est possible de se poser maintenant est par rapport au taux d'actualisation lui-même, c'est-à-dire c'est quoi un taux d'actualisation, pourquoi il faut le déterminer, pourquoi il faut déterminer un taux d'actualisation, et puis comment on va déterminer donc le taux d'actualisation, même si généralement c'est une donnée dans les applications qu'on aura l'occasion de traiter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'actualisation permet de déterminer la valeur actuelle des flux futurs générés par l'investissement.
ou de manière générale d'une somme d'argent pour qu'on puisse les comparer à des flux présents. Généralement, c'est le capital investi ou bien la dépense initiale. On peut donc le définir comme suit. Donc, c'est le taux permettant la rémunération du temps et du risque supporté par l'investisseur et au-delà duquel le projet crée de la valeur. Alors, de cette définition ou conception du taux d'actualisation, il est encore une fois souligné que le taux d'actualisation intègre 3 éléments. Le premier élément, c'est la couverture de la dépréciation de la monnaie en raison de l'inflation, donc le phénomène d'inflation. Le deuxième élément, c'est la rémunération de la renonciation à la liquidité présente. C'est ce qu'on a appelé le coût d'opportunité. Et puis, troisième élément qu'il permet de couvrir, c'est la rémunération du risque inhérent au projet ou bien propre au projet. Les deux premiers éléments représentent la rémunération du temps. La rémunération du temps correspond en principe à la rentabilité sans risque. En d'autres termes, c'est le taux de placement sans risque qui n'est autre que la rémunération du temps ou tout simplement la rémunération de l'attente alors qu'il n'y a aucun risque. Alors tout ce qu'il y a, c'est une question d'attente. Mais le troisième élément, comme déjà souligné, correspond à la rémunération du risque. Et donc, on peut dire que le taux d'actualisation correspond au taux d'intérêt sans risque, augmenté d'une rémunération du risque ou encore qu'on peut appeler une prime de risque. En d'autres termes, le taux d'actualisation n'est autre que, donc on peut le calculer suivant une formule, donc taux sans risque augmenté de la rémunération du risque, donc plus la rémunération du risque. Alors, la question de détermination du taux d'actualisation, alors il faut dire qu'il y a des approches et qui sont principalement au nombre de 2. Alors, la première approche, c'est le taux d'actualisation comme étant un coût du capital. Donc, on va le considérer comme étant un coût du capital ou bien le taux d'actualisation considéré comme étant un minimum de rentabilité exigé par l'investisseur. Alors, nous allons voir tout ça plus en détail, ainsi que les critères de choix d'investissement dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.